À l'aéroport de Roissy, dans une chambre d'hôtel, une jeune femme de 32 ans prépare le voyage de sa vie. Je suis un petit peu stressée, je ne sais pas trop quel effet ça va me faire de voir la terre où je suis née, sachant que je ne suis pas retournée depuis mes 19 mois. Marie est une enfant adoptée, arrivée du Mali en 1989. Si elle repart là-bas 30 ans plus tard, c'est parce que la toute première partie de sa vie comporte beaucoup trop de zones d'ombre. J'appréhende peut-être les réponses qui me sont apportées, peut-être que je vais apprendre des choses qui ne vont pas être faciles. Mais de toute façon, ça sera la vérité, et la vérité est mieux que les interrogations. Ce Paris-Bamako doit lui donner des réponses. Marie fait partie d'une association, La Voix des Adoptés, qui réunit des dizaines de personnes adoptées au Mali dans les années 90. Toutes s'interrogent sur les conditions de leur arrivée en France. Elles seraient les victimes d'un scandale à l'adoption. Sur la terre qu'il a vue naître, Marie compte faire la lumière sur leur histoire. Quand je découvre une ville où j'ai vécu quand j'étais vraiment toute petite, je me dis mais pourquoi j'ai pas eu la curiosité avant de découvrir une partie de mon histoire. Et je pense que c'est un voyage qui va être essentiel dans ma vie et qui va me marquer. Ouais. Saint-Égonec, 3000 habitants, au cœur de la Bretagne. C'est ici qu'a grandi Jean-Noël, un autre de ces adoptés du Mali. Salut maman. Salut, ça va? Ouais. À 36 ans, il rend toujours visite chaque jour à sa mère. Tiens, Jean-Noël, viens voir. Cet album photo, c'est la mémoire de cette famille. Voilà, jeune homme. Françoise y a archivé 30 ans de leur histoire. L'arrivée à Paris. Ah la vache. Une histoire d'adoption et d'amour qui démarre le 7 décembre 1990. Regardez ces photos 30 ans plus tard, ça... J'ai plein d'émotions, là, c'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que je ressens encore les odeurs de l'aéroport de Paris, là. Et c'est bruyant, c'est impressionnant. Non, c'était... Ouais, des paysans. Février 91. Février, voilà, ouais. Un an après notre arrivée. Sur ces photos, les visages de deux gamins de 6 et 4 ans. Jean-Noël et son petit frère Pierre-Yves viennent de débarquer du Mali, attendus par toute une famille. Ouais, à côté du pommier. Là, il y a des photos des enfants donc, chez moi, dans les Pyrénées. Et mes cousins, mes oncles, mes tantes, voilà, c'est pour eux, bah oui, Jean-Noël, Pierre-Yves, c'est les enfants de Bernard et Françoise. Et il n'y avait pas de sujet, en fait. Non. L'histoire pourtant ne va pas s'écrire comme prévu. Les années passent et Jean-Noël se pose de plus en plus de questions sur la légalité de son processus d'adoption. J'ai essayé de t'amener donc tout ce que j'avais, tant au niveau des documents français. D'accord. J'ai repris le jugement fait au Mali et avec également, tu vois, le consentement à adoption. D'accord. Voilà, Ok. parce que, À l'époque, Jean-Noël est encore le petit Brahima Koné. L'association chargée de son adoption s'appelle, elle, Rayon de soleil de l'enfant étranger. C'est elle qui a fourni tous ces documents légaux, elle surtout, qui les aurait fait signer aux parents biologiques de Jean-Noël. Tu vois, ici, on précise, je déclare renoncer définitivement à mes droits maternels concernant l'enfant et consens à l'adoption plénière de cet enfant à travers l'œuvre d'adoption Le Rayon de soleil de l'enfant étranger. Ok, que ma mère biologique a signé, quoi. Voilà. La soi-disant signature de ma mère biologique qui était illettrée. Donc, comment écrire aussi bien que ça? Déjà, une signature, c'est impossible. Jean-Noël accuse Rayon de soleil d'avoir trompé sa famille. Selon lui,
l'association aurait donné à l'adoption des enfants qui n'étaient pas orphelins sans le consentement de leur famille biologique. C'est ce doute sur ses origines qui a consumé le frère de Jean-Noël. Toute sa vie a été une quête d'identité sans réponse, jusqu'à le faire vaciller. Plus tard, il sombrera dans la drogue. Mon petit frère est décédé aujourd'hui et j'accuse. Rayon de Soleil en est absolument responsable. Rayon de Soleil, on est absolument responsable du malheur de mon frère. Donc, ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'ils entendent mon histoire et l'histoire de mon petit frère et qu'ils prennent leurs responsabilités. Enquêter sur Rayon de Soleil, c'est se plonger dans les arcanes d'un réseau qui relie la France au Mali. Il ne s'agit pas que de l'histoire de Jean-Noël et de son frère. Ici, dans ce quartier populaire de Bamako, le bâtiment qui servait de siège à l'association existe toujours. Dans les années 80 et 90, les demandes d'adoption sont en forte augmentation en France. Des associations se chargent alors de trouver des enfants pour répondre à cette demande. Au Mali, Rayon de Soleil va en placer plus de 300 jusqu'en 2001. Mais les méthodes de l'association interrogent. Elle est soupçonnée d'avoir trompé des familles maliennes, d'avoir fourni de faux documents et d'avoir donné à l'adoption des enfants qui n'auraient jamais dû l'être. Aujourd'hui, ces enfants ont grandi et comme Marie, ils cherchent des réponses. Son enquête au Mali débute dans la ville de Ségou. C'est ici qu'elle serait née il y a 32 ans, sur les rives du fleuve Niger. Son dossier d'adoption contenait un document, un acte de naissance qui lui a permis de remonter jusqu'ici, à la mairie de Ségou. Bonjour, j'aurais voulu voir mon état civil. Est-ce que c'est possible? L'état civil. Oui, pour consulter les archives. Le seul simple est là. Inis Ogoma, je viens vous voir parce que j'aimerais retrouver mon acte de naissance parce que je suis née à Ségou en 1987. En 97. De quel mois? 1987 en novembre. En novembre. Oui. Le combien novembre? Le 30. Le 30. Mamadou Koulibaly, l'archiviste de l'état civil, a un système de classement rudimentaire. Mais il s'y retrouve sans problème parmi ces milliers de registres. Tu dis 30 novembre. 30 novembre. Ah, on arrive au 30 novembre là derrière, j'ai vu là. C'est Marie Konaté. Non, ça c'est pas moi. Le 30 encore, c'est Oumou Traoré. C'est pas moi. Le 1er décembre, c'est... Non, moi c'était 30 novembre. Le 1er décembre. Et si j'ai le numéro de mon acte de naissance, est-ce qu'on peut le D'accord. retrouver facilement? Facilement. Alors moi, C'est quel numéro? c'est 1056. Déjà, on voit que c'est un homme qui est né avec l'extrait d'acte de naissance 1056. On voit que la date de naissance, c'est le 23 juillet 87. Donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a sur mon acte de naissance. Donc je suis vraiment très surprise, quoi. C'est très étrange. Bonjour. Du coup, là, j'ai retrouvé ma copie d'extrait d'acte de naissance. Donc c'était Ici. marqué. Moi, je l'avais chez moi en fait. Donc du coup, j'avais pris une copie dans mon téléphone. Du coup, là, on voit que c'est le numéro 1056. Par contre, là, on n'a pas retrouvé le nom qui correspond. Appelé à la rescousse, le secrétaire général de la mairie étudie le document de Marie et il est catégorique. Ça, c'est pas bon. C'est un faux ou c'est un Ça, vrai? c'est pas bon. C'est une fausse copie. D'accord. Donc ça veut dire, là, vous pouvez m'affirmer Oui. que ma copie d'extrait d'acte de naissance est un faux. La copie, là, Oui. est une fausse copie. D'accord. Là, je me pose beaucoup de questions parce que on voit que l'extrait d'acte de naissance, il y a des incohérences, qu'on ne me retrouve pas dans les registres à la date de naissance qui est indiquée. J'ai de plus en plus de doutes sur l'authenticité des informations d'état civil à mon égard.
Donc voilà, il va falloir qu'on aille voir à Bamako pour essayer de trouver d'autres indices, mais ça complique de plus en plus les recherches en fait. Marie ne connaît pas sa véritable date de naissance. Alors pourquoi cet acte de naissance est-il un faux? Et qui l'a rédigé? Nous n'aurons pas de réponse, mais une chose est sûre, Rayon de Soleil avait besoin de ces documents pour établir ses dossiers à l'adoption. À l'époque, une femme est la correspondante de l'association au Mali. Nous la voyons sur cette photo. Elle s'appelle Danielle Boudot. En 2 années au Mali, cette coopérante a organisé les adoptions de dizaines d'enfants. Son nom apparaît dans de nombreux dossiers, dont celui de Marie. Quelques mois auparavant, nous avions rencontré Marie chez elle au Luxembourg où elle vit. En entamant des recherches sur ses origines, elle avait découvert un courrier de Danielle Boudot adressé à sa famille adoptive. Un choc pour elle. Alors j'ai plusieurs lettres de la responsable de Rayon de Soleil à l'époque. Donc, il y en a une qui me concerne plus particulièrement parce qu'il y avait des courriers qui étaient envoyés à l'ensemble des parents adoptifs. Fatoumata, sa mère, est d'une extrême pauvreté et donne sa fille, donc donne entre guillemets, sa fille avec soulagement, aucun traumatisme de départ. Ayez la gentillesse de m'envoyer quelques photos de temps en temps. La mère fera mine de s'intéresser à sa fille encore quelques semaines et d'avoir quelques photos consacrera vraiment son consentement à l'adoption. Consentement écrit entre guillemets. Dans peu de temps, elle ne demandera plus rien. Ce courrier ne prouve pas que Danielle Boudot fournissait les faux documents. Mais il semble démontrer qu'elle plaçait des enfants sans le consentement formel des familles maliennes. L'ancienne responsable de Rayon de Soleil a quitté le Mali en 1991. Elle est aujourd'hui installée à 50 km de Paris. Elle vit dans un lotissement avec son mari et leur fils adoptif. Il y a plusieurs personnes au Mali qui nous parlent de vous en disant et en utilisant les termes de trafic d'enfants. Oui, Je voulais avoir votre point de vue sur la question. Moi, je vous dis que déjà, je fais de trafic et puis c'est important finalement de savoir. Danielle Boudot n'aime pas qu'on fasse ressurgir les vieux souvenirs. À plusieurs reprises, nous avons sollicité une interview. Elle n'a jamais répondu. Nous allons donc filmer en caméra cachée. C'est son mari qui nous répond. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, votre femme, ce qu'elle a voulu faire finalement, c'est sauver un petit peu ces Africains de la misère, quitte à passer un peu outre les règles. Mais attendez, ceux qui ont été adoptés, ils ont une chance extraordinaire, merde. Mais une chance extraordinaire, dans quel sens? Ils ont quand même été retirés de leur famille sans consentement véritable, et il y a des familles qui les recherchent Vous savez aujourd'hui. pourquoi? Vous avez votre culture malienne. Moi, j'en connais un petit morceau. Ben, c'est normal. Mais encore c'est normal, moi, Parce j'ai que du mal à comprendre. non, mais je vais vous le dire, c'est que l'enfant dans la famille malienne, c'est la rente d'assurance vie. Moi, j'ai un capital à faire en assurance vie. Eux, c'est leurs enfants, l'assurance vie. C'est les enfants qui financent la vieillesse, le vote de vieillesse des parents. C'est normal que les parents s'en préoccupent. Si les parents ne voulaient pas, il fallait pas qu'ils fassent. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un malentendu quelque part, mais elle, quand elle allait faire et contribuer à une enquête, ça s'appelait des enquêtes sociales, je sais plus quoi, il y avait toujours un flic et un représentant du ministère. Hein. Elle était bon tout seul, hein. Il la laissait pas faire. Hein. Continuez bien votre métier. Allez, au revoir. Au revoir. Nous n'obtiendrons pas d'autres informations ici. C'est au Mali qu'il nous faut repartir pour tenter de retrouver la trace des personnes dont parle le mari de Danielle Boudot. Les adoptions n'ont pu se faire sans la collaboration de responsables maliens. Après des semaines d'enquête, à Sanakoroba, au sud de Bamako, nous allons enfin retrouver un acteur clé. Depuis 30 ans, il est à la tête de SOS Village d'enfants Mali. L'ONG accueille des orphelins ou des enfants abandonnés. Marouf Keïta est un homme très respecté ici. Il a été le patron du service pédiatrique du plus grand hôpital du pays. La protection de l'enfance, c'est son credo et il en est fier.
Nous nous intéressons au rôle qu'il a joué dans la branche malienne de Rayons de Soleil au début des années 90. Lui se présente comme un simple exécutant. J'ai travaillé en tant que pédiatre. On m'amenait les enfants. Je savais qu'ils allaient en adoption. Je faisais le dossier médical, je signais, je le remettais. Après quelques minutes d'interview, le docteur Keïta va pourtant finir par reconnaître de graves dysfonctionnements au sein de l'association. J'avais une jeune étudiante, je viens, je la trouve, elle dit j'ai un enfant, le père il est étudiant, mais il ne veut pas reconnaître mon enfant. Alors je place mon enfant, pas pour l'adoption, mais vous le gardez. Une semaine après, je reviens, on trouve la fille à la porte, assise par terre, en train de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mon enfant est parti en adoption. Marouf Keïta savait donc que certaines adoptions étaient réalisées de façon abusive. Et il n'était pas, comme il l'a affirmé, un simple médecin, mais le président de l'ARSEM, la branche malienne de Rayons de Soleil. C'est écrit noir sur blanc dans les statuts de l'association. Journal officiel de la République du Mali, 15 juillet 1991, statut de l'ARSEM. Non, c'était le ministre des Affaires sociales qui avait créé ça. Mais c'est vous le responsable légal. Oui, j'étais responsable légal, mais pas coupable. Attention, réuniance. Je vous ai dit 2 jours, je me serais de compte, j'ai dénoncé publiquement par écrit. J'ai démissionné et je l'ai dénoncé dans la presse. Marouf Keïta n'a pas été en mesure de nous donner la date de sa démission. Durant sa présidence, en tout cas, les activités de l'association n'étaient pas contrôlées. Des ONG maliennes ont alerté les autorités sur des dysfonctionnements. Pourtant, aucune procédure n'a jamais abouti. Seul un journaliste s'est intéressé à cette affaire. Bonjour. Ça va bien. Ibrahima Sango a démarré ses recherches début 1993. Rapidement, il établit que des centaines d'enfants sont adoptés illégalement. Ces articles font éclater le scandale. Il ne se limitait pas seulement aux enfants ramenés par la police ou bien aux enfants qui ont été ramassés dans les rues, mais ils allaient carrément dans leurs familles, les familles démunies, pour aller voir ces familles démunies et leur proposer de prendre leurs enfants, de les envoyer en France et ensuite de les ramener quand les enfants auront la majorité. Mais en réalité, cela ne s'est jamais fait. Tous les enfants qui partaient, c'était une adoption définitive, une adoption à vie. Pour ces révélations, Ibrahima Sango subira des pressions. L'ARSEM, la branche malienne de Rayons de Soleil, va même attaquer l'Aurore, l'hebdomadaire pour lequel il travaille, pour diffamation. La seule satisfaction, c'est que nous avons gagné notre procès. Nous avons prouvé qu'effectivement, l'ARSEM faisait le trafic d'enfants en République du Mali. Malgré ce verdict, aucun responsable de l'association ne sera jugé ou condamné. C'était le professeur Marouf Keïta qui était le président du conseil d'administration. Il était un homme à l'époque très bien placé. Il était le chef de service de la pédiatrie de Gabriel Touré. Et il était proche du parti au pouvoir. Maintenant, il n'a pas été inquiété parce que par la suite, lui aussi, il a dit qu'il a démissionné. Après la démission de Marouf Keïta, les activités de Rayons de Soleil au Mali se sont poursuivies jusqu'en 2001. En tout, l'association a géré le tiers des adoptions d'enfants maliens vers la France, 324 au total, dont Marie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Amadou Sow. Lui a retrouvé son fils il y a quelques années. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Tu vas bien? Le voyage? Très bien, ça très bien bien, passé. très bien. Tu vas très bien? Oui, je suis contente de vous voir. Et moi aussi. Pour aider Marie dans son enquête, il veut lui faire rencontrer des familles dont les enfants sont partis à l'adoption comme elle, il y a 30 ans. Dans ce seul quartier, une vingtaine d'enfants ont été confiés à Rayons de Soleil par leurs parents. Des familles pauvres qui espéraient ainsi faire sortir leurs enfants de la misère. Bonjour. Ah, Bonjour. Ça va? Oui, et vous, ça va bien? La famille Keïta
a ainsi laissé partir 5 de ses enfants. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Soyez les bienvenus. Merci de m'accueillir comme ça. C'est très gentil. C'est très gentil. Asseyez-vous. Merci. Tu connais tes parents? Non. Non, j'ai pas pu les retrouver. Mais tu es parti à quelle année? En 89. 89. 1989. Mais c'est difficile. On ne donne pas les adresses, vos adresses, on ne les donne pas. On n'a même pas de photos des parents. On n'a aucun renseignement. 30 ans après le départ en France des enfants de cette famille, la présence de Marie fait ressurgir des mauvais souvenirs. Un peu de honte aussi. Nous étions d'accord pour que nos enfants partent pour étudier. Après leurs études, ils pourraient se prendre en charge et nous aider. Nous avons signé les papiers sur cette base. C'était pour préparer leur avenir. C'est la raison qui nous a poussés à signer ces documents. Ils m'ont trahi, c'est une trahison. Ça fait tellement mal que je n'arrive plus à en parler. Ils m'ont amadoué, ils sont venus jusqu'à moi pour avoir mon enfant et en faire ce qu'ils voulaient. Ce sont des traîtres. Pour nous, quand on est arrivé en France, on nous a dit que voilà, nos parents français, c'était nos parents pour toujours, ceux qui nous ont élevés. On a été élevés dans la culture française. On a toujours, pour la plupart, je pense, pensé qu'on avait été abandonnés volontairement. Et puis, quand on se renseigne, pour ceux qui se renseignent, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas tout à fait la vérité. Et en tout cas, il y a des familles sur place qui sont en demande de nous voir, d'avoir de nos nouvelles et de savoir ce qu'on est devenu. Et d'après ce que j'ai compris, d'après tous les témoignages ici, c'était vraiment, ils nous ont envoyés en France pour nous donner un... Pardon. Ça va, calme. Ça va. La vérité, on ne vous a pas abandonné, hein? Ils ont menti. On connaît même les jours qui... Merci. Au revoir. Les échanges se poursuivent jusqu'au soir et Marie repart d'ici avec quelques réponses. Cette famille n'a jamais compris qu'en signant les documents qu'on lui présentait, elle renonçait à ses droits sur ses enfants. Des enfants qui allaient disparaître de sa vie. À Paris, nous allons chercher des réponses. Dans le 14e arrondissement se trouve le siège de Rayons de Soleil. L'association ne travaille plus au Mali ni en Afrique, mais elle continue ses activités dans 6 pays. Bonjour. Bonjour monsieur. Comme Haïti ou encore l'Inde. Quand nous interrogeons les responsables sur l'existence de documents falsifiés, comme nous l'avons constaté à l'état civil au Mali, ou sur les témoignages de familles biologiques abusées. C'était il y a 30 ans, la présidente est décédée, les personnes qui s'occupaient de l'Afrique, il y en a une qui est décédée aussi, les personnes ne sont plus là depuis très longtemps, depuis que l'adoption au Mali s'est arrêtée, les personnes sont parties. Donc je pense qu'une mise en cause éventuelle ne s'impose pas du tout. L'association refuse d'assumer toute responsabilité. Elle concède qu'un problème de communication a pu exister. Non. Là où il y a ambiguïté, où il y a eu discussion déjà au fil des dernières années, c'est sur la compréhension des familles maliennes. Bon, les personnes qui travaillaient à Rayons de Soleil à l'époque, moi je vous livre ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, puisque je n'étais pas là à l'époque, disent bien qu'elles ont informé les familles maliennes, qu'elles étaient informées, y compris par le correspondant français et par les correspondants maliens, que ensuite l'enfant pourrait faire l'objet d'une adoption plénière si la famille française le désirait, parce que l'adoption plénière, ce n'est pas nous qui la demandons. C'est après l'arrivée de l'enfant, la famille décide ou pas de demander une adoption plénière. Très majoritairement, la famille le demande parce qu'elle considère que l'adoption plénière protège davantage les enfants. Mais ces arguments ne tiennent pas. Même si les familles avaient donné leur consentement, ces adoptions restent illégales au regard du droit malien.
Sur ce document, le code de la parenté malienne datant de 1973, les choses sont extrêmement claires. Ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que des enfants abandonnés ou dont les parents sont inconnus ou dont les pères et mères sont décédés sans laisser de parents susceptibles de les recueillir. Ce point de droit aurait dû être connu des juges chargés de statuer sur les adoptions. Jacques Vieilleville est l'un d'entre eux. Il a signé plusieurs jugements d'adoption plénière d'enfants maliens et il reconnaît des erreurs du système judiciaire français. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir eu connaissance du code de la parenté malienne lorsque j'ai participé à une prise de décision. Voilà, ça, j'en ai aucun souvenir. Ceci dit, je pense que si le tribunal en avait eu connaissance, ça aurait certainement fait partie de la motivation de la décision. Il est vraisemblable qu'on se serait, l'adoption n'aurait pas été prononcée, quoi. En tout cas, l'adoption plénière, quoi. Au niveau des responsabilités, pour vous, elles se situent où? S'il y a le terme adoption plénière et que l'adoption plénière n'existe pas dans le droit malien, voilà, effectivement, il y a un souci et clairement, l'État français est responsable. Enfin, la justice, et donc l'État qui garantit sa responsabilité, est responsable. Cette négligence de la France a permis à Rayon de Soleil de faire adopter plus de 300 enfants. Dans une annexe du Quai d'Orsay, nous avons rendez-vous avec celle qui supervise la mission pour l'adoption internationale. Nous voulons connaître l'origine de ces dysfonctionnements. À cette époque-là, l'adoption n'était pas réglementée, régulée comme elle l'est aujourd'hui. Donc c'est pour faire face à la fois à ce boom et aux constatations qui ont été faites, qu'il fallait pouvoir veiller à l'intérêt de l'enfant, à protéger l'enfant, que des régulations internationales ont été mises en place. Ce qui est important, c'est de pouvoir voir comment ça avait... effectivement, les choses n'étaient pas faites selon les règles qui sont aujourd'hui, celles que nous considérons comme éthiques pour les enfants, pour l'intérêt de l'enfant et des familles, et que ça ne se reproduise plus. Pourquoi dans ce cas, cette association, soupçonnée d'avoir facilité des adoptions suspectes, n'a-t-elle jamais été inquiétée pour ses fautes? Pourquoi exerce-t-elle aujourd'hui encore? Pour l'instant, nous n'avons pas eu, nous, de dossier qui nous a été transmis, que ce soit par la justice, évidemment on répond toujours à la justice, ou par les familles qui se soient adressées à nous, avec des faits, avec des dossiers. On ne peut pas, à partir de suspicions, comme vous dites, ou de rumeurs, bâtir une réflexion et bâtir une décision surtout. Il existe toutefois un faisceau d'éléments troublants. Des adoptés sont en train de réunir des preuves. Rayon de Soleil voulait leur offrir une vie meilleure, mais le prix à payer pour eux et pour leurs parents en Afrique et en France est immense. Pour Jean-Noël et sa mère Françoise, c'est même le fardeau de leur vie. Enfin, je trouve que c'est difficile, quoi. C'est difficile à la fois donc, pour les familles biologiques, et c'est difficile pour les familles adoptantes, parce que on se dit, mais enfin, on n'a pas volé nos enfants. On ne les a pas volés. Moi, je suis incapable de vous dire quand est-ce que je suis né, réellement. Je sais juste que ce qu'on avait écrit sur mon acte de naissance était faux, que j'avais au moins 2 ans en plus. Mais quand est-ce que je suis né, je ne sais pas. Et toute cette histoire, tout ce mensonge, toute cette injustice, parce que c'est vraiment une injustice. Non, et même aujourd'hui, mon histoire n'est pas encore complète. Comme Jean-Noël, Marie aussi essaie de reconstituer la sienne. À Bamako, elle a trouvé un contact, enfin quelqu'un qui a connu sa mère. Aujourd'hui, elle va revoir pour la première fois la nounou qu'il a gardée il y a plus de 30 ans. La dernière fois que Marie s'est accrochée à cette main, elle était âgée de 18 mois. Elle apprenait encore à marcher.
Du coup, j'ai des questions à vous poser quand même un petit peu. D'accord. Si je vous montre des photos de moi petite, vous pensez que vous pourriez me reconnaître? Il faut me montrer. Je vais voir. Vous reconnaissez ou pas? Oui, je vous reconnais. Ma mère, elle s'appelait Fatoumata Cissé. Je ne me souviens pas de son nom de famille. On disait Fatoumata Ba, Fatoumata Ba. Elle était grande, grosse, quoi. On l'appelait Fatoumata Ba. Donc, je ne me souviens pas de son nom de famille. D'accord. Elle me ressemblait ou pas? Oui, elle était noire comme ça. Et le visage? Oui. Elle me ressemble. Vous n'avez pas plus d'informations sur elle? Un jour, on s'est raconté à Raïda, elle m'a vu. Elle m'a appelé, on s'est salué, elle m'a donné des bananes. Chaque fois qu'elle me voit, elle me donnait presque 1 kilo de bananes, chaque fois qu'elle me voit. Dès lors, je n'ai pas vu Fatoumata, dès lors, je n'ai pas vu. C'est peu, mais pour Marie, c'est une piste. Sa mère a travaillé longtemps comme vendeuse de rue. Ces dernières heures au Mali, Marie va les passer ici, au marché de Médine, au cœur de Bamako. Bah, c'était son surnom, parce qu'elle était très grande. Et sinon, c'était Cissé, son nom de famille de jeune fille. Et elle était mariée avec un Touré, à Ségou. À Ségou. Ouais. Bonjour. Elle vendait les bananes et les mangues. Oui, Fatoumata. Marie s'accroche, mais elle devra bientôt rentrer en France. Je cherche une vendeuse que l'on surnommait Fatoumata Ba. Non, ça vous dit rien? Ses recherches s'arrêtent là pour cette fois, mais sa quête se poursuit. Avec d'autres adoptés du Mali, Marie compte maintenant sur la justice française. Tous attendent des réponses de rayons de soleil. Ils ont vécu trop longtemps sans connaître une part de leur histoire, celle qui les rattache au pays qui les a vus naître, à ses parents qui leur ont donné la vie.